bonjour à toutes et tous. Donc, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui donc pour ce nouvel événement, ce nouveau café. Donc, on accueille aujourd'hui donc Sandrine Van der Donk, Oui. qui est conseiller de qualité à l'ANSET et qui va partager donc son expérience sur les certifications donc Calliope, CTI et l'habilitation HCERS. Donc l'idée c'est qu'elle voilà, on va parcourir son diaporama et on fera des petites pauses entre chaque certification pour que vous puissiez poser vos questions, émettre des commentaires ou toute autre remarque bienveillante. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie toutes et tous et merci Sandrine quand même pour ce partage, hein, c'est intéressant pour la communauté et puis pour tous ceux qui participent à ces cafés. Je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Alors, je pense que vous m'avez figé, mais je pense que vous devez m'entendre, donc c'est l'essentiel. Je vais vous parler Calliope, CTI, HCERS. Simplement pour vous signaler que Calliope, nous avons fait l'audit de renouvellement donc en avril 2024, la CTI en septembre 2024, l'HCERS, donc la partie laboratoire la semaine dernière, la partie établissement se fera en janvier-février. Nous attendons encore la date. Donc, je serai peut-être un peu moins experte pour vous répondre sur l'HCERS, mais je n'hésiterai pas à revenir vers vous si vous avez des questions et pour lesquelles je pourrai apporter des réponses un peu plus tard. Voilà. Diapo suivante, s'il te plaît, Frédéric. Donc, j'ai un peu refait la carte d'identité de l'établissement pour remettre dans le contexte. Donc, en fait, on est une école d'ingénieurs textiles qui est basée à Roubaix, près de Lille, dans le Nord. Donc, à peu près 400 étudiants. En termes de personnel, 32 enseignants-chercheurs, 7 enseignants, 51 IATS et 11 doctorants et post-docs cette année. Slide suivante. On va parler de la certification Calliope. Vous entendez? Oui. Merci, donc désolé. Alors, on va parler au micro. Est-ce qu'il est possible micro? Merci. Alors, on va parler de la certification Calliope. Je rappelle que le guide de lecture, c'est bien la version 9 qui date du 8 janvier 2024, qui comporte 32 indicateurs répartis en 7 critères. C'est une accréditation qui est faite pour 3 ans, mais avec un audit tous les 18 mois. Donc, audit initial, audit de surveillance, audit de renouvellement. Je rappelle qu'à la conférence annuelle du 7 décembre 2022, les établissements d'enseignement supérieur n'ont plus d'obligation de passer cette certification avec un auditeur, puisque lorsque nous sommes évalués CTI et HCERS, on peut d'ores et déjà utiliser la marque Calliope. Pour l'ANSET, ça a été un choix volontaire de poursuivre cette démarche qui apporte une vraie valeur ajoutée, à la fois sur le plan humain, puisque en fait c'est un dossier qui est géré en mode projet et c'est un véritable travail d'équipe. Et c'est aussi une volonté forte pour l'établissement de maintenir une qualité constante. Slide suivante. Donc, la place de la qualité dans l'audit Calliope. Donc, le service qualité à l'ANSET a permis de structurer l'organisation pour répondre aux attentes décrites dans le guide de lecture. En fait, ça a été un travail assez complexe de pouvoir répondre à l'ensemble des indicateurs et de savoir ce qu'il fallait y mettre derrière chaque indicateur. Donc ça a été un gros job. Et également de préparer les équipes fonctionnelles à faire face aux auditeurs. Et ça n'a pas été une mince affaire parce qu'on a estimé que les acteurs fonctionnels étaient les personnes adéquates pour expliquer ce qu'ils faisaient au quotidien. Et donc, lorsque nous sommes passés, donc tout le travail en amont a été fait par le service qualité. Par contre, le jour J, je me suis complètement effacée pour laisser une place. Je n'ai plus le partage d'écran. Pour laisser la place aux personnes de terrain.
ce qui a été une vraie valeur ajoutée pour l'ensemble des auditeurs qui sont intervenus. Alors, je suis un peu perturbée parce que je n'ai plus le partage de… Oui, j'essaie de le remettre. Voilà. Normalement, il va réapparaître. C'est la slide suivante. OK. Parfait. Donc, ce que l'on attend de la qualité, c'est bien le décryptage du guide avec les attendus et ce que l'on y met derrière. La rédaction des procédures, puisque Calliope demande quelques procédures. Alors, chez nous, elles n'étaient pas forcément écrites et formalisées, donc il a fallu les rédiger. C'est aussi le moment idéal pour les revoir, pour en revoir certaines. Et il a fallu structurer. Donc, les éléments de preuve, nous les avions. Nous savions que on faisait le job. La question était de se dire à quel endroit, quel élément de preuve, à quel endroit parmi ces indicateurs. Et ça a été un lourd travail. Lorsque nous avons fait l'audit initial, nous avons travaillé avec un cabinet qui nous a aidés dans cette démarche. Et aujourd'hui, nous maîtrisons relativement bien ce travail, mais c'est vrai que c'est très chronophage et très difficile. La suivante. Les étapes à suivre. Donc, lorsqu'on entre dans la démarche Calliope, c'est s'assurer de la qualité de la prestation. Donc, en amont, c'est bien la préparation du dossier selon les 32 indicateurs. C'est un travail quotidien. C'est-à-dire que nous avons adapté nos indicateurs, nos indicateurs chiffrés, aux indicateurs de Calliope pour pouvoir y répondre. C'est-à-dire que nous suivons des tableaux, des process qui correspondent en tout point à Calliope. Ce qui nous permet, le jour de l'audit, de ne pas avoir de stress particulier, de questionnement. On sait qu'on est dans les clous. Pendant, c'est l'argumentation qui est faite par les personnes du terrain et qui explique les bonnes pratiques. Et après, effectivement, nous réalisons des auto-évaluations toutes les 6 semaines avec une revue des procédures et une auto-évaluation de tous les dossiers que nous gérons au quotidien. L'essentiel, c'est la régularité dans les pratiques. Et ça, il n'y a pas de secret. Si on fait les choses bien au quotidien, l'audit se passe bien. Voilà pour ce qui est de Calliope. J'ai fait des choses assez succinctement. Je vous laisse la parole si vous avez des questions sur Calliope. Alors, je ne vois pas dans la conversation. Si vous avez des questions ou des commentaires à faire par rapport au retour que vient de faire Sandrine, n'hésitez pas, vous pouvez les poser soit au travers de la conversation, ou alors directement en prenant la parole. Hein, vous levez la main ou vous prenez la parole. N'hésitez surtout pas. Alors, à l'ancêtre, oui, bonjour. 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 Oui, je voulais savoir quand vous avez indiqué en amont préparation du dossier, selon les 32 indicateurs, vous avez dit que vous mettez en relation des indicateurs chiffrés. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple, s'il vous plaît? Oui, alors en fait, Calliope nous demande de suivre nos taux de satisfaction. Donc en fait, ce sont des enquêtes qualité qui sont réalisées. On nous demande également les taux de réussite. Donc tous ces pourcentages sont suivis, à la fois quotidiennement ou mensuellement en fonction des indicateurs. Nous utilisons, après je peux vous apporter la liste si vous le souhaitez de ce que l'on a intégré dans les dossiers. Donc ça, n'hésitez pas à mettre votre adresse mail dans la conversation et je reviendrai vers vous pour vous donner un listing de ce que nous mettons en place. D'accord, très bien. Merci beaucoup. De rien. Donc, juste pour information, je voulais indiquer qu'il y avait une particularité à l'ANSET, c'est qu'à ce jour, nous avons passé donc 3 audits différents de l'initial,
la surveillance et le renouvellement. Et ces 3 audits ont été réalisés systématiquement par des auditeurs différents. Il faut savoir que normalement, dans cette démarche, c'est tout le même auditeur qui revient. Et chez nous, nous n'avons pas eu cette chance puisque les auditeurs soit quittaient la région, soit quittaient leur activité. Et donc, nous avons eu 3 auditeurs et pour lesquels ça s'est très bien passé. Donc, 0 non-conformité, ni mineur ni majeur. Très bien. Et moi, j'avais une question, Sandrine. Les audits de Calliope, vous avez donc revu en fait vos procédures internes. Oui. Et est-ce que vous vous êtes aperçu qu'il y avait des petites différences entre la description, la formalisation de vos procédures et puis ce qui était fait dans la vraie vie de tous les jours par les agents? Et après, comment vous avez corrigé ça? Alors, l'audit initial chez nous a été une véritable révolution, puisqu'on s'est aperçu qu'on était dans les clous presque sur aucun indicateur. On va être très, très honnête et très franc. Et ça a été très, très complexe. Par exemple, pour la VAE, puisque alors nous sommes audités pour notre partie VAE. Par exemple, pour la VAE, le contrat que nous faisions signer à nos candidats n'était pas conforme. Et effectivement, il nous a fallu remettre au carré la totalité de nos pratiques, écrire les procédures et remettre en place des actions qui étaient chantées. Par exemple, nous avons une formation qui est un master, ne pas confondre avec un master. Donc un master qui est une 6e année de spécialisation en mode et luxe. Et en fait, pour ce master, tout ce qui était, comment dire, évaluation, pardon, excusez-moi, tout ce qui était évaluation n'était pas pris en charge. Nous n'avions pas de trace écrite, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des QCM à l'oral qui étaient faits par les enseignants. Les enseignants renvoyaient donc à la directrice de la formation leur aval pour que les personnes puissent présenter leur thèse, mais il n'y avait rien d'écrit. Et en fait, il a fallu formaliser, il a fallu changer toutes les pratiques des enseignants, et ça, ce n'est pas une mince affaire. Oui, j'imagine, oui. Et donc, ce qui veut dire, c'est que Calliope, il y a à la fois des indicateurs, il faut donc bien entendu formaliser ses process, ses procédures, mais il y a aussi des documents qui font office de référence pour pouvoir avoir des documents, entre guillemets, officiels. C'est le référentiel, en fait, qui fait foi. Le référentiel de lecture. Tout est indiqué dans le référentiel de lecture. Alors, presque tout est indiqué sur le référentiel de lecture, mais il faut bien s'assurer de ce qui est attendu derrière. Donc, il faut bien savoir lire entre les lignes. Le référentiel est mieux fait aujourd'hui, puisque le tout premier n'avait pas autant d'indications qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez un petit encadré qui est dans le bas de chaque indicateur et qui vous explique les attendus précis. D'accord. J'ai une question d'Anne-Laure qui vient de nous rejoindre et qui demande du côté du pilotage, le groupe de travail qui a été mis en place et le comité de pilotage pour mener à bien ce projet de certification. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Oui, bien sûr. En fait, nous avons été calliopisés sur 3 formations. Donc, en fait, les trois référentes de ces formations faisaient partie du groupe de travail. La directrice des études, bien évidemment. J'étais donc pilote sur ce projet. Et un projet ne peut pas fonctionner sans la direction. Donc, en fait, nous faisions des remontées régulières à notre directeur. Alors, nous avons l'avantage d'être un petit établissement, 400 étudiants. Et en fait, on a une hyper proximité avec la direction, ce qui est facilitant. Je reconnais que dans les universités, cette proximité doit être pénalisante. Mais effectivement, le groupe de travail, c'était vraiment les personnes qui travaillent au quotidien sur les dossiers, plus la directrice des études. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que vous souhaitez poser à Sandrine? Bon, on pourra y revenir si des questions vous viennent au fur et à mesure du diaporama, il n'y a aucun problème. Hein, vous pouvez
les saisir dans la conversation ou prendre la parole comme vous le souhaitez. On passe à la CTI? On passe à la CTI. Allez. Alors, la CTI, nous sommes passés en audit mi-septembre, fin septembre, pardon. Notre référentiel donc, est bien le REO, qui est validé en séance plénière de janvier 2024. Il est composé de 7 parties qui sont classifiées de A jusqu'à G. Il s'agit d'un audit normalement tous les 5 ans, avec une possibilité d'habilitation restreinte en fonction des retours des auditeurs. J'ai listé les documents qui sont à fournir en amont. Donc, il y a bien le dossier RAE, le rapport d'auto-évaluation, le dossier numérique qui comprend tous les éléments de preuve, toutes les preuves, la fiche RNCP qui nous est également demandée, les datasheets qui sont à télécharger sur le site de la CTI, et il nous est également demandé une fiche périmètre et des tableaux. Cette fiche périmètre et des tableaux, ce sont des modèles qui sont donnés par la CTI et qui sont téléchargeables sur le site. La fiche périmètre, en fait, c'est simplement la carte d'identité de l'établissement. Voilà, et les tableaux, ce sont des tableaux d'indicateurs sur le nombre d'étudiants. D'accord. Suivante. Un petit rétro-planning de ce que nous avons fait. Donc, 7 mois avant l'audit, il y a eu le colloque de la CTI. À ce colloque, notre directeur et notre directrice des études ont rencontré les auditeurs de la CTI. Nous espérions rencontrer notre auditeur principal. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et donc, à leur retour, la démarche a démarré avec la mise en place d'un comité de pilotage de la CTI. Et nous avons donc nommé les responsables de groupe de travail, puisque de A jusqu'à G, il y avait des thématiques qui étaient différentes. Donc, nous avons nommé des responsables pour chacune des parties. Nous avons nommé un responsable administratif du dossier, principalement pour le dossier numérique et la mise en place de l'intégration des éléments de preuve dans le RAE. La rédaction du dossier RAE a donc débuté 7 mois avant avec la collecte des éléments du dossier numérique et notre copil CTI se réunissait systématiquement une fois par mois, je dirais même presque une fois toutes les 3 semaines pour faire un état d'avancée puisque malheureusement, et on le sait qu'au quotidien, on n'a pas toujours la totalité des éléments au moment où c'est demandé et ça permettait aux responsables de groupe de travail de faire un point et de remettre un coup de fouet parfois sur certaines thématiques qui restaient un peu en suspens. 4 mois avant, nous avons reçu un mail nous indiquant le nom de notre auditeur principal qui, dans la foulée, nous a proposé une visio, nous a indiqué qui était nommé pour faire partie de cette équipe d'audit. Nous avons choisi conjointement la date. C'est un choix de l'école et des auditeurs. Et ils nous ont fourni donc un planning d'audit pour la journée qu'ils nous ont demandé donc de compléter. 3 mois avant, il nous a fallu envoyer le dossier RAE et les documents complémentaires qui font partie du dossier numérique, les datasheets et les tableaux. Et ensuite, les 3 derniers mois ont permis à la direction de travailler. Donc, il nous a fallu créer les panels, ce qui n'est pas forcément évident puisque le personnel en interne est facilement mobilisable. Par contre, il nous était demandé donc, de mobiliser des diplômés, donc des anciens élèves. Il nous a également été demandé de mobiliser des industriels textiles, puisqu'on est spécialisé textile, je vous rappelle, des industriels textiles qui sont des recruteurs pour l'établissement. Il nous a fallu faire toute la partie organisation logistique, et ça n'a pas été une mince affaire. Nous avons eu des réunions préparatoires avec l'ensemble des panels, et nous avons diffusé le RAE au panel. Il était pour nous essentiel que ce qui était précisé dans le dossier, dans le rapport d'auto-évaluation, les personnes qui allaient être auditées puissent en avoir connaissance également.
Par contre, nous leur avons demandé, et ça c'était une règle d'or, à chaque réunion préparatoire que nous avons eue avec les panels, c'était de dire ce qui, la réalité du terrain, en fait. On ne cherchait pas à ce que quelqu'un puisse répondre autrement que ce que nous faisions au quotidien. Ça, c'était vraiment essentiel pour nous. Et donc, nous avons eu l'audit au mois de septembre qui s'est bien passé. On peut passer à la slide suivante. D'accord. J'ai une petite question, Sandrine, avant de passer à la slide suivante. Mis à part le choix de la date et l'échange avec la nomination de l'équipe d'audit, vous avez eu d'autres, il y a des échanges supplémentaires qui sont réalisés entre votre école et l'auditeur qui va venir vous auditer? Des questions que vous pouvez lui poser, non? Vous ne pouvez pas lui demander des précisions sur des choses. On a demandé une précision qui correspondait à une attente que nous avions, mais nos échanges étaient à 98% des échanges logistiques sur leur arrivée, sur l'hôtel, sur leur déplacement. Par contre, sur la partie technique, alors ils sont ouverts, on peut envoyer un mail, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai qu'on n'en a pas eu besoin. Le rapport d'auto-évaluation est quand même très bien construit, est une excellente aide pour la rédaction et le référentiel, vraiment, il ne laisse pas de doute possible et de place possible au doute. Donc, on a eu très, très peu d'échanges avec eux en dehors de l'aspect logistique. Très bien, merci. Donc, pour revenir sur la partie RAE, donc, la qualité a une place prépondérante. Donc, dans la partie B, qui est le management de l'école, il nous a fallu, donc, nous avons présenté le schéma directeur de la qualité, notre carte au processus et la revue des indicateurs. Pendant l'audit, la journée s'est déroulée comme suit. Il y avait donc la première réunion de présentation, donc avec la direction, et tout derrière, ils souhaitaient rencontrer les intervenants qualité. Donc, en fait, nous étions en tout premier, avant les panels, où ils nous ont demandé donc d'expliquer rapidement toute notre démarche qualité, en sachant qu'ils avaient déjà lu le RAE et que le RAE devait être représentatif de notre activité. C'est-à-dire que j'avais 30 minutes pour leur présenter les choses et en fait, ces 30 minutes, j'avais préparé un PowerPoint qui n'a pas été utile. Par contre, ils m'ont posé beaucoup de questions sur le schéma directeur, sur notre carte au processus et notre revue d'indicateurs. Donc, en fait, c'était plutôt sous forme d'échange plutôt qu'une réelle présentation. Ils avaient déjà connaissance de ce que nous faisions. Et ensuite, donc la question qui m'a été posée juste avant que je ne sorte et que les panels enchaînent dans la journée, c'est est-ce que vous pensez que les différents panels, si on leur pose la question, connaissent la démarche qualité? Et c'est une question donc, qui est revenue pour chaque panel. Dans chaque panel, on leur a posé la question, est-ce que vous connaissez la démarche qualité et quelles sont les actions qui sont menées à votre niveau? Et effectivement, ils ont pu, grâce à cette question et grâce aux réponses à la fois des étudiants, du personnel, des anciens diplômés, ils ont pu voir l'évolution de notre démarche qualité et les actions que nous menions au quotidien. Puisque certains parlaient des processus à risque avec qui, il y a certaines personnes avec qui je travaille sur des processus à risque, d'autres l'écriture de procédures. Enfin, tout le monde avait quelque chose à dire sur cette démarche qualité. Et ça, c'était essentiel. Par contre, nous avons donc eu une restitution à chaud. Effectivement, nous avons eu quelques recommandations. Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits des réponses apportées. Il y a une recommandation qui est spécifique à la qualité, qui sont que les objectifs de la démarche qualité sont à clarifier. La politique qualité n'est pas formellement établie.
et il n'y a pas d'objectif défini par processus. Donc, ils nous demandent, aujourd'hui, ils ont bien compris que la démarche qualité était actée au sein de l'établissement, que ça faisait partie intégrante du quotidien et du management de l'école, mais ils nous demandent de clarifier donc ces objectifs. Donc là, il va y avoir un gros travail en mode projet également, et nous allons créer des groupes de travail pour pouvoir répondre à ces attentes. Nous espérons avoir 5 ans. Merci, Sandrine. On voit bien là que quand même, chacune des certifications, qu'elles soient Calliope ou CTI, en fait, ce sont des exigences qui viennent se poser sur le dispositif qualité qui normalement devrait déjà être en place avec l'approche processus, les indicateurs, etc. Et que les recommandations qui sont faites, elles sont vraiment, elles s'appuient vraiment sur ce qui a été décrit dans le schéma directeur et puis la politique qualité, quoi. Donc il faut Exactement. vraiment avoir une base solide en termes de formalisation des processus, des procédures, de tout ce qui est lié aux indicateurs et à l'approche qualité, quoi. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie très intéressante sur l'audit CTI? J'ai Anne-Laure qui pose la question des datasheets et qui demande si ce sont des données issues des enquêtes annuelles, c'est ça les datasheets? C'est bien ça, exactement. En fait, c'est le condensé des résultats des enquêtes de l'année précédente. D'accord. Voilà. Ces datasheets, en fait, sont téléchargeables directement sur le site de la CTI. Là où vous remplissez les enquêtes, en fait, vous avez un petit onglet dans le bas et vous les téléchargez. Par contre, nous avons eu une petite mauvaise surprise, et ça, il faut en avoir conscience. En fonction de la date de votre audit, nous avions donc téléchargé les datasheets, mais de l'année précédente. C'est-à-dire qu'en fait, nous les avions téléchargés en avril-mai. Par contre, comme ils venaient en septembre, les datasheets correspondaient à l'enquête à laquelle nous avions répondu au mois de mai 2024. Et donc, il nous a fallu retravailler et revérifier qu'on n'avait pas fait d'erreur dans ces datasheets et que les chiffres étaient bien les bons. Donc, initialement, on avait retravaillé les chiffres de l'année précédente et il nous a fallu revoir la totalité. On a fait 2 fois le job, en fait. D'accord. Il y a une question. Mathilde souhaiterait poser une question. Mathilde? Bonjour Mathilde. Votre micro. Ouais, Mathilde, votre micro est désactivé. Je ne sais pas si. Bien. Et il y avait aussi Anne-Laure. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Anne-Laure. Merci pour les relais précédents. J'avais une question par rapport au programme des visites d'audit qui est très cadré dans la procédure. Est-ce que c'est toi, Sandrine, qui a interagi avec le comité d'auditeurs pour affiner la programmation de ces jours de visite? Quelle a été la durée? Et aussi, je voulais savoir, toi, en tant que référente qualité, à quel temps avais-tu participé? À quel temps d'échange avais-tu participé? Alors, je vais y répondre. Par contre, il faut savoir qu'au sein de l'ANSET, j'ai une double casquette. J'ai la casquette d'assistante de direction et la casquette de responsable qualité. Donc, je vais répondre pour la partie qualité. Donc, j'ai assisté à la réunion d'entrée de démarrage qui a démarré de 8h30 à 9h. Et j'ai participé à 30 minutes en tête-à-tête avec les auditeurs. C'est tout. Pour le reste, les panels, l'ensemble des panels ont été organisés par les auditeurs. Donc, chacun avait 45 minutes. Ils ont tenu le timing et en fait, nous avions un retour, donc une restitution qui était programmée à 18h. Donc, début 8h30, retour 18h. Le timing est très, très chargé et en fait, ça va très, très vite. En fait, c'est une journée qui passe très, très vite. Mais effectivement, moi, à 9h30, j'étais libérée et les autres panels sont intervenus toutes les 45 minutes, des panels échangés. Il faut savoir que ce qui a été un peu mal perçu, alors peut-être
que ce sont nos auditeurs en particulier, mais il faut quand même le savoir. Nous avions organisé un panel en distanciel par visio, qui était le panel des industriels en fait recruteurs. Et ça n'a pas été bien perçu en fait. Ils préfèrent vraiment avoir les personnes de visu. Ça, il faut le savoir, parce que c'est un reproche qui nous a été fait au moment de la restitution. Merci, merci Sandrine. Merci Sandrine. Ensuite, il y a Clémence qui souhaitait poser une question ou intervenir. Oui, bonjour Sandrine, bonjour Frédéric. Ça rejoint un petit peu la question d'Anne-Laure. En fait, j'aurais voulu savoir le temps passé au niveau du panel, mais vous venez d'y répondre, c'était 45 minutes. Juste un rappel, c'est vous, hein, c'est l'école qui crée les panels, c'est vous qui décidez. Oui. D'accord, Oui. ok. Alors, on crée des panels, mais attention, nous avons des consignes pour créer ces panels et ils s'en assurent. Ils nous demandaient de ne pas prendre les bons élèves. Ouais, c'est ça, en fait, qui doit être compliqué, en fait. Je réfléchis déjà parce que nous, on va être audité au mois de mars et déjà aussi savoir si, du point de vue du personnel, est-ce que ça va? Est-ce que c'est plutôt bien pris? Est-ce que c'est plutôt, au contraire, assez appréhendé? Ou, je sais pas, c'est vrai que je pense qu'il doit y avoir aussi un travail de communication dessus qui doit être quand même assez important aussi, je pense. Oui, alors sur la slide qui est là, j'ai bien noté les réunions préparatoires et elles ont servi à ça en fait, à préparer les panels. Et ça, c'était essentiel. Il y a eu 2 réunions pour chaque panel, même avec les extérieurs, puisqu'on leur demandait, donc il y a eu une première réunion préparatoire et on leur fournissait le RAE, on leur demandait de prendre connaissance de leur partie. On les aiguillait un peu hein, sur la lecture parce que c'est un peu, il y a quand même 70 pages. C'est ça, ouais. Donc, on les a un petit peu aiguillés sur les choses essentielles à retenir. Et donc, il y a eu une seconde réunion qui a été réalisée avec des questions éventuelles de leur part. D'accord. Des choses qu'ils n'auraient éventuellement pas bien compris. Mais en fait, ça a été très bien perçu. Alors, bien évidemment, il y a toujours le stress de certaines personnes parce que dans notre panel de personnel, nous avions vraiment mixé. Ils nous avaient demandé de ne pas mettre de responsable de service, par exemple. D'accord. Donc, qui dit ne pas mettre de responsable de service, ce sont des personnes qui sont dans l'action et c'est pas toujours évident d'être face à un auditeur qui va les questionner, mais en fait, tout s'est très bien passé. D'accord. Et tout a été bien perçu. Mais bien évidemment, tout… comment expliquer la démarche d'audit, elle doit être travaillée en amont. C'est vraiment de la communication. Il y a eu un lourd travail fait par la direction en termes de communication auprès des équipes et des étudiants. Merci Clémence. On va passer à Nathalie et ensuite on reviendra à Mathilde qui m'a posé la question à travers la conversation. Vas-y Nathalie. Ouais, excuse-moi, en fait, Sandrine, tu as déjà répondu en partie en fait avec les autres questions qui étaient avant. Juste, j'ai pas retenu parmi les panels, en dehors des élèves et des industriels et puis des personnels, il y avait encore une autre catégorie d'intervenants. Oui, À alors en part fait, les responsables de SP, enfin, je sais pas comment tu as organisé ça, je visualise pas bien. Ce sont eux qui nous ont indiqué l'intitulé des panels avec ce qu'ils souhaitaient, avec les personnes qu'ils souhaitaient voir. Après, c'était à nous de choisir les personnes en conséquence. Mais il y avait donc un panel d'industriels recruteurs, un panel de diplômés, un panel d'étudiants. Et donc, en fait, sur les étudiants, il nous était bien demandé de ne pas mettre les premières places. Et un panel enseignant, spécifique enseignant, et un panel membre du personnel. Et là, c'était vraiment très large. On avait le choix sur les membres du personnel. Nous avons même nous avons fait le choix de mettre une personne du service logistique, une personne du service RH, une personne du service des études. En fait, on avait vraiment mixé les équipes parce qu'on ne savait pas ce qu'ils cherchaient, ce qu'ils attendaient. Alors, une petite astuce, c'est
parce qu'en fait, on s'est retrouvé, quand on a fait les réunions préparatoires, on s'est retrouvé un petit peu coincé parce qu'on ne savait pas quel type de questions allait être posées par les auditeurs. Et ça, c'est hyper stressant parce que on veut préparer les personnes, mais on ne sait pas quel type de questions va leur être posée. Et donc là, on s'est un peu préparé pour l'audit suivant, c'est-à-dire que nous avons demandé à un référent de chaque panel de nous faire un retour sur les questions qui ont été posées, que nous gardons précieusement, comme ça, dans 5 ans, lorsque nous serons de nouveau audités, nous aurons déjà des traces, même si voilà, les questions, les auditeurs ne seront plus les mêmes. On a déjà une première visu de ce qui a été demandé à l'ensemble des panels. D'accord. Merci. Voilà. Super. Merci Sandrine, merci Nathalie. La question de Mathilde, donc, elle nous dit, lors de notre audit CTI, l'auditeur nous a demandé ce qu'il en était des critères Calliope en nous expliquant que nous devions être en mesure de prouver le respect des critères Calliope. Est-ce que d'autres personnes ont eu ce retour? Moi également. Oui, on t'a demandé… Oui, alors en fait, ce qui a été très facilitant, c'est que justement, nous avons poursuivi la démarche Calliope avec un audit spécifique, c'est-à-dire que, comme je l'évoquais tout à l'heure, les établissements d'enseignement supérieur, à partir du moment où ils sont audités CTI ou HCERES, n'ont plus l'obligation de réaliser cet audit. Et en fait, ce qui a été un plus pour nous, c'était de pouvoir répondre et de pouvoir leur présenter notre petit certificat Calliope. Ils nous ont, d'entrée de jeu, ils nous ont indiqué que si nous avons été audités, c'est que nous avons répondu aux critères. Par contre, une question m'a été posée sur le handicap, puisque notre établissement est un établissement de 1881, classé au monument historique, avec des marches dans tous les sens, 3 marches par-ci, 4 marches par-là. Et donc, effectivement, l'auditeur a été très surpris parce qu'on lui a fait prendre le parcours le plus court avec les escaliers. Et cet auditeur qui était spécialisé qualité nous a demandé comment nous avions fait pour passer les critères handicap Calliope. Et donc, il a fallu que je lui évoque donc, tous les éléments de preuve dans cet indicateur précis. D'accord. Et donc, tu confirmes que le fait de mener quand même l'audit Calliope, c'est quand même un plus quand tu passes l'audit CTI, voire HCERS. Voilà, il y a un petit bénéfice d'avoir passé cet audit-là aussi. Exactement. Pour la CTI. Alors, pour l'HCERS, je ne peux pas encore répondre puisque nous n'avons pas passé l'audit établissement. Mais par contre, pour l'audit CTI, effectivement, ça a été une valeur ajoutée. Très bien, merci beaucoup. Nathalie a dit que dans le REO, il y a la procédure de la CTI, il y a indiqué les catégories de panels nécessaires. Ça, c'est une petite précision. Nathalie, Mathilde qui nous dit… la journée, n'hésitez pas à me laisser votre mail et je partagerai la journée type qui a été demandée par les auditeurs. Très bien, merci, oui. Oui, tout à fait. Si vous êtes intéressé, vous mettez votre mail dans la conversation et moi, je le transférerai vos coordonnées à Sandrine, ou bien si vous la contactez directement si vous avez son mail. Ok, je vois qu'il y avait… Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pour l'instant. Il demande si nous avons mis en place le protocole pour les étudiants en situation de handicap. D'accord. Pas d'autres questions pour le moment? Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on passe à l'HCERS. Exactement. Donc, en fait, l'HCERS, il y aura peut-être des questions auxquelles je ne pourrai pas encore répondre. Nous avons passé l'audit, la partie laboratoire, donc la partie unité de recherche la semaine dernière. Par contre, la partie établissement n'aura lieu qu'en janvier-février. Alors, une particularité de l'ANSET, c'est que notre évaluation HCERS est intégrée dans l'évaluation de l'Université de Lille, puisque nous sommes établissement composante de l'EPE Université de Lille.
tous les documents que je vais vous parler sont téléchargeables sur le site de la CTI. Sur le site de la CTI, sur le site de la HCERES. Excusez-moi, je l'ai dit CTI. Sur ma slide, j'ai fait une petite erreur. C'est ça, les copier-coller. Pour la partie établissement, donc le référentiel d'évaluation des établissements, c'est celui de septembre 2023, qui comprend 3 domaines et 18 références. Et vous avez également, pour vous appuyer dans la démarche, le processus de l'évaluation intégrée des établissements et des coordinations territoriales. Ça, vous le retrouvez donc sur le site de la HCERES. Concernant les documents pour la partie unité de recherche à fournir, donc c'est le document d'auto-évaluation, ce qu'on appelle le DAE. Donc pour la CTI, c'est RAE. Pour l'HCERES, le DAE. Et donc, le tableau des données de caractérisation et de production des unités de recherche et un document d'expression des points d'attention des tutelles à destination du comité d'experts. Voilà, slide suivante. Donc, le rétro-planning de l'HCERES, donc 12 mois au préalable, nous avons commencé la rédaction du DAE. Nous avons nommé à ce moment-là donc des responsables de groupe de travail. Nous avons travaillé en mode projet de la même manière que la CTI et la HCERES. Seuls les intervenants changeaient. Hein. Donc, nomination des responsables des groupes de travail, nomination d'un responsable des indicateurs. On avait vraiment une personne dédiée qui ne faisait que les indicateurs. Et donc, la rédaction du dossier DAE et la collecte des documents complémentaires a été faite de manière conjointe avec des réunions du COPIL HCERES qui se sont réunis autant que possible. Autant à la CTI, c'était cadré avec des périodes d'1 mois. À la HCERES, comme nous travaillions conjointement avec l'Université de Lille, les choses étaient un peu différentes. Parfois, c'était l'Université de Lille qui nous demandait des réunions ou, à l'inverse, lorsque nous avions un questionnement, nous étions demandeurs. 8 mois au préalable, le comité d'experts est nommé avec le planning d'audit. Le planning d'audit, on nous fournit donc la liste des panels. Nous avons donc notre particularité, nous avons envoyé notre DAE à l'Université de Lille pour relecture. Alors, le DAE correspondant à la partie université a été relu et validé par l'Université de Lille. La partie DAE pour la partie établissement, en fait, nous sommes intégrés dans le DAE de l'Université de Lille. Autant nous avons donc un DAE spécifique pour le labo que nous sommes intégrés. Nous sommes 8 pages parmi les 167 pages du DAE de l'Université de Lille pour la partie établissement. C'est une particularité. Le dossier DAE a été envoyé par l'Université de Lille 6 mois en amont de l'audit pour la partie laboratoire. Et la date d'audit et le planning d'audit définitif ont été déterminés 3 mois avant. Nous avons su donc au mois d'août la date exacte de l'audit. La direction du laboratoire donc, a créé les panels et donc à l'organisation logistique de la visite et également organiser des réunions préparatoires de la même manière que la CTI pour préparer ces fameux panels à être audités. Nous avons eu exactement la même problématique qu'avec la CTI, c'est que nous n'avions pas d'historique de ce qui avait été dit et fait 5 ans en amont. Et malheureusement, beaucoup de personnes, il y a eu un turnover de personnel comme partout, et ça a été compliqué de préparer. Et donc, nous avons également mis en place un référent pour chaque panel qui nous a fait un retour des questions qui ont été posées. Ça nous permet d'avoir une traçabilité pour l'audit suivant. J'espère que vous m'entendez toujours parce qu'ici, c'est un déluge et je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est très compliqué de vous parler avec ce bruit derrière, mais je ne peux rien faire. On t'entend très très bien. Enfin, en tout cas, moi, je t'entends très très bien. On peut continuer. Voilà, donc les étapes de l'audit HCERES, en amont, donc le suivi des indicateurs, la préparation du DAE et des documents attenants. Il faut savoir que nous avons également, comme pour la CTI, nos indicateurs correspondent en tout point
aux indicateurs demandés par l'HCERES. Et donc, c'est un travail quotidien, mensuel, annuel. Et en fait, nous n'avons pas de surcharge de travail au moment de la préparation de l'audit. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans nos habitudes de travail au quotidien. Donc, pendant bien sûr la visite des experts, une particularité également chez nous pour la partie laboratoire, puisque le bilan a été fait par notre directeur d'unité de recherche qui était en place jusqu'au 3 novembre, et la trajectoire a été faite par le directeur d'unité de recherche qui a pris son poste le 3 novembre. Donc, en sachant que notre audit était le 12 novembre, nous avons changé de directeur de laboratoire 9 jours avant l'audit, ce qui n'a pas été simple, mais chacun avait ses missions et chacun avait préparé en amont. Et donc, ensuite, c'est la mise en application des recommandations que nous attendons avec impatience. Donc, à la différence de la CTI, l'HCERES ne fait aucune restitution à chaud. Nous saurons ça dans le courant du mois de décembre et nous n'avons aucune information. Nous ne savons absolument pas quelle est la tendance de l'HCERES. Oui, c'est étrange pour un audit qu'il n'y ait pas au moins voilà, une réunion de synthèse ou une réunion de clôture ou quelque chose qui permette d'avoir… Il y a effectivement une réunion de clôture qui se fait. Donc, il y a une réunion de clôture qui se fait, mais il n'y a aucun retour sur des la écarts démarche possibles ou des choses comme ça. Voilà, tout à fait. On ne connaît pas du tout la température. Autant à la CTI, on peut dire ça s'est bien passé, nous aurons des recommandations, mais qui sont des recommandations qui sont relativement mineures et on n'a aucune inquiétude voilà, sur la démarche, sur la suite, que l'audit HCERES, nous n'avons absolument aucune information. D'accord. Il y a Anne-Laure qui me pose la question de savoir si vous avez eu à fournir un rapport intermédiaire synthétique. Alors oui, il a fallu fournir un rapport intermédiaire synthétique, mais c'est l'Université de Lille qui s'en est chargée. C'était il y a 2 ans. Alors en fait, toujours pareil, hein, nous avons une particularité, c'est que nous avons intégré l'EPE de l'Université de Lille. Nous nous sommes regroupés il y a 2 ans. Et donc, il a fallu faire un rapport synthétique du fait de ce rapprochement établissement. D'accord. C'est ce que confirme Émilie. Elle a dit qu'elle aussi, dans son établissement, elle doit fournir cette année un document mi-parcours et que le délai de 2 mois était entre la demande et la fourniture de ce rapport mi-parcours. D'autres questions peut-être? Oui. Sauf que je n'ai pas compris la question. Avez-vous connu une évaluation commune HCERES et CTI? Ah oui, d'accord. Excusez-moi. Ah, c'est Anne-Laure qui pose une question, mais j'ai du mal à comprendre. Avez-vous connu une évaluation commune HCERES et CTI à l'ENSMA? Ça a été le cas en 2021. D'accord, eh bien non. Alors, ce qui est facilitant, c'est de passer la CTI en septembre et de passer l'audit HCERES dans la foulée. Très honnêtement, le dossier DAE, la partie DAE, pour la partie établissement, est un résumé du RAE de la CTI. Donc, en fait, le travail qui a été fourni pour les 2 types de documents. Mais par contre, effectivement, ce sont 2 audits distincts. Il y a une autre question d'Emmanuel qui demande sur les indicateurs demandés par l'HCERES. Confirmez-vous que vous suivez que ceux-ci ou vous avez construit d'autres indicateurs propres à votre établissement pour un autre usage ou un autre suivi? Il y a d'autres indicateurs propres à notre établissement. D'accord. On ne se limite pas aux indicateurs de l'HCERES. Très bien, merci beaucoup. Hop, je poursuis le diaporama.
il restait une slide. Donc, je rappelle que dans le DAE pour la partie établissement, donc c'est la référence 6, l'établissement porte une politique globale de la qualité. Donc, je vous donne ce que nous allons leur présenter, ce que nous avons présenté dans le DAE, donc la cartographie des macroprocessus, la cartographie des risques. Nous évoquons également le RGPD, nos différentes certifications, donc Calliope et autres. Nous avons Bienvenue en France également, et ce que nous faisons en audit interne. Très honnêtement, les recommandations précédentes orientent et priorisent nos actions. Très clairement, voilà, on se fie à nos recommandations précédentes pour mettre des actions en place. Alors bien sûr, il y a d'autres actions qui sont menées au quotidien lorsque le cas se présente, mais c'est vrai que nous nous sommes basés sur les recommandations initiales. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cet audit HCERS? Moi, j'aurais une question. Oui. Est-ce que là, vous nous présentez les documents que vous avez présentés au HCERS au niveau de la qualité? Vous êtes obligé de donner tous ces documents, par exemple, audit interne, c'était une obligation ou pas? Non, ce n'était pas une obligation. D'accord. Mais comme nous le faisons, nous le présentons bien évidemment. Mais effectivement, ce n'est pas une obligation. C'est vrai que normalement, tous ces audits doivent reposer sur, comme on le disait tout à l'heure, sur une politique qualité. Donc, logiquement, dans la politique qualité, il doit y avoir voilà, toutes ces informations sur les audits, sur la cartographie des macro-processus, et puis la formalisation des processus, l'analyse des risques, etc. etc. Ouais. De toute façon, très honnêtement, pour avoir passé la CTI et pour avoir préparé le dossier HCERS, tout comme Calliope d'ailleurs, vraiment les priorités qui doivent être données, c'est la cartographie, qui est la base, et le schéma directeur de la qualité qui reprend toutes les actions qui sont menées au sein de l'établissement. Je pense que ce sont les deux points qui sont vitaux pour la présentation de la démarche qualité lors des audits. Très bien. Je regarde s'il y a d'autres questions. Non, a priori, pas d'autres questions. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir? Il y a une petite phrase qui me tient à cœur. C'est pas grave. Voilà, le succès de la réussite d'un audit, c'est un travail d'équipe avec un chef d'orchestre. Ça, c'est vital. Et un travail régulier et suivi toute l'année. C'est du quotidien. Voilà. Ouais. Et oui, donc, vous avez mes coordonnées pour me contacter. N'hésitez pas, prenez en photo. Voilà. Et notez-le dans un coin. Vous pouvez me contacter sans difficulté. Tu me permettras de partager ton diaporama? Bien sûr. Oui, d'accord, très bien. Ben, je le mettrai à disposition en même temps que le replay de ce café. Comme ça, tout le monde aura l'intégralité des échanges et puis ton support avec tes coordonnées. Donc, comme ça permettra de te contacter directement. Tout à fait. Voilà, ben, écoute, un grand merci à toi, Sandrine. De rien. Pour ce retour, c'était très, très intéressant. Enfin, à mon niveau, j'ai appris pas mal de choses. J'ai trouvé ça très intéressant. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, ou vous souhaitez avoir des précisions sur ce que Sandrine vient de nous communiquer, nous partager? Non, pas d'autres questions? Bon, mais c'est que tu as été très, très clair. Alors. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'il existe au sein de notre communauté, du coup, des pseudo-auditeurs qui accepteraient, sur la base de l'un de ces référentiels, de se prêter à l'exercice comme ça, réciproquement? C'est une bonne question. Moi, en complément de ta question, j'ai une autre question. Les auditeurs qui viennent pour Calliope, CTI ou HCERS, est-ce que c'est des personnes qui travaillent dans les établissements et qui sont certifiées par ces organismes pour pouvoir faire des audits, ou est-ce que c'est des personnes qui sont
dans des organismes extérieurs à un établissement de l'ESR et qui sont de vrais auditeurs et qui font ça toute la journée, quoi. Je ne sais pas du tout. Alors, pour Calliope, ce sont des auditeurs externes qui ne font que ça, dont c'est le métier. Pour la CTI et l'HCERES, ce sont, alors pas forcément que de l'ESR, puisque pour la CTI, notre spécialiste qualité était un industriel textile qui avait mis en place tout un process qualité au sein de son entreprise. Et donc, il était spécialiste qualité. Alors, ça tombait bien parce qu'il était textile, mais il fait également d'autres établissements, d'autres écoles d'ingénieurs. D'accord. Et donc, il y a d'autres membres qui travaillent dans l'ESR. Notre auditeur principal était directeur d'une école d'ingénieurs en Alsace, par exemple. Ok, donc Anne-Laure de poser la question de savoir s'il y avait des personnes qui faisaient de l'audit sur ces référentiels-là et qui potentiellement pourraient participer à des audits, on disait, audits à blanc, non? Ou des choses comme ça? Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, hein? Je pense que Fabienne indique le réseau affaires. Je ne vois pas bien le... Ah oui, le réseau affaires est constitué notamment d'auditeurs internes, il me semble, ouais. Est-ce que ce n'est pas des auditeurs, ouais, des auditeurs internes, mais est-ce qu'ils font aussi Calliope, TTI et tout ça? Je ne sais pas. À voir. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui souhaitent participer à ces audits à blanc, qui peuvent m'envoyer un message et puis je le partagerai avec la communauté avec plaisir. Pour la CTI, si je peux donner une petite indication, c'est n'hésitez pas à aller au colloque de la CTI qui a lieu fin janvier, début février. Il ne faut pas hésiter à y aller parce que c'est une mine d'informations pour l'audit. D'accord. Le colloque de la CTI? Oui. Donc, chaque année, il change de lieu au niveau national. C'est fin janvier, début février, je crois, à chaque fois. D'accord. C'est en présentiel, hein? Oui. D'accord. J'ai vu qu'il y avait une main de levée. C'était Bruno qui avait levé la main. Je ne sais pas si Bruno, ta question est toujours d'actualité. Alors, ce n'était pas une question, c'était un complément d'information sur les membres de la CRS. Le plus souvent, ce sont quand même beaucoup enseignants-chercheurs qui ont souvent eu des fonctions politiques au sein des universités ou de leur établissement, c'est-à-dire beaucoup de vice-présidents, plus rarement d'anciens présidents, beaucoup de directeurs de composantes et parmi les MCF, beaucoup de responsables de mention ou de formation. Et pour la plupart qui ont d'ailleurs leur AGR pour pouvoir avoir le regard sur la partie recherche. Et faire un audit par des personnels administratifs sur des éléments qui concernent essentiellement la recherche et l'enseignement, il faut faire attention, on n'a pas du tout les mêmes regards, on n'a pas du tout les mêmes critères et surtout on n'a pas du tout les mêmes attentions sur les détails sur lesquels on va pouvoir s'attarder par moment. Donc après, il peut y avoir un biais, c'est ce que je veux dire plutôt, du fait de ne pas avoir connu de responsabilité au niveau recherche ou au niveau formation. Donc il faut être très attentif sur ces éléments-là. Voilà, c'était juste ça. Je comprends. Très bien. Merci Bruno pour ces précisions. C'est vrai que c'était important de le souligner. L'audit CTI sera le 4 février 2025. D'accord. Ah oui, le mardi 4 février 2025. On est d'accord. Ah, bah super, le colloque se déroulera à l'INSA de Lyon. D'accord, super. Bon, ben merci pour l'info, Sarah. Est-ce que vous avez des commentaires ou des questions supplémentaires à poser à Sandrine ou à échanger entre vous? Non, pas d'autres questions? Ben, écoutez, un grand merci à Sandrine pour ce témoignage
Et voilà, ce témoignage très intéressant. C'est vrai que c'est pas facile d'exposer, de présenter l'enseignement, les activités et puis le process de toutes ces certifications. Donc c'est un exercice qui n'est pas facile, mais que tu as relevé brillamment, c'était très bien. Si d'autres établissements sont intéressés pour partager et puis faire un peu comme Sandrine, voilà, témoigner de ces projets-là qui sont menés en interne, pourquoi pas? Moi, je suis ouvert pour pouvoir organiser d'autres retours d'expérience sur le même sujet, mais peut-être qu'il y aura voilà, des actions qui seront un peu différentes et des façons de faire un peu différentes, donc c'est toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Et puis, merci à toutes et tous pour votre participation fidèle. Et puis, je vous rappelle que le 26, oui, la semaine prochaine, on a organisé un café pour vous présenter le premier livrable du groupe de travail qui travaille sur la cartographie des process du domaine de la qualité, donc ça nous concerne pleinement, et puis tous les outils qui gravitent autour de chacun de ces processus. Donc voilà, si vous êtes disponible le 26 novembre, mardi prochain, c'est avec plaisir qu'on vous accueillera pour ce café.